Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en matinale, avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Et avec tous nos habitués du chat qui sont présents ce matin. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés dès cette heure très très tôt. On se rend compte que c'est tôt quand le réveil sonne pas, hein, Aline. C'est vrai, on a eu une belle panne de réveil, donc on est prêt mais sur le fil. Et pourtant on n'était pas dans la même pièce parce que je suis un peu enrhumé, du coup dans ces cas-là on ne dort pas dans la même chambre. Et on a tous les deux une paille de réveil connectée, c'est fou. Sinon l'un réveille l'autre, hein, forcément. Bah oui, mais là on vous raconte toutes nos petites histoires personnelles. Et ouais, là faut plaindre Martin, il a un gros rhume. Et ouais, j'espère que j'arrive sur la fin parce que c'est les jours précédents, mais ça s'est pas bien trop vu sûr. en live. J'en ai qui... Bah oui. Ça va aller. Ça va aller. Vous avez tout. Vous tous savez les petits secrets. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin. Je lisais en même temps. C'est pour ça que j'ai le regard en biais souvent le matin. C'est que je regarde le chat, je regarde Bob Danu qui s'est connecté, Maîtresse Aline, Patrice qui est là, Crocota. Merci beaucoup à tous. Je vais commencer à citer 2-3 personnes, mais je vais m'arrêter très vite. Steve qui est présent aussi. Voilà, c'est tout. Ah, il y a Mélodie qui est là aussi. Voilà. Tu vas très Rachel vite. est là. Play6, Brenda. Bonjour à tous. Du coup, les gens te disent bonjour parce que je risque de les citer. Ça sert à ça aussi de dire bonjour de manière globale à tout le monde. Évidemment, on est ravis de vous retrouver. On a les copains qui sont présents et ce matin, on a décalé notre matinale du lundi, habituellement celle dans laquelle on vous parle des bandes dessinées, notamment des séries, un petit peu des jeux aussi, un petit peu seulement, puisque c'est pas forcément la principale. D'ailleurs, j'ai pas changé mon menu du lundi. Il y a le programme de la semaine. On va dire quand même un mot sur le programme de la semaine du coup, parce qu'elle est quasiment finie, mais il y a eu des émissions qui sont déjà passées. Lundi, vous aviez le top du GBL. Le top du GBL avec l'épée à deux nains à Genève. L'épée à deux nains. Tu te rappelles des noms? Ah, le piège. Oui, Christine et Romain ou Robin. Romain. Je suis presque sûre que c'est Romain. Donc on était ensemble lundi pour faire le tour des jeux qui se sont le plus vendus dans nos boutiques ludiques. C'était un plaisir comme d'habitude. Ensuite, nous avons mardi l'émission avec... c'était avec Johan mardi? Oui, c'était avec Johan et c'était sur l'histoire du Spiel. J'ai l'impression qu'on était jeudi, tu vois. Pas du tout. C'était sur l'histoire du Spiel, donc on a fait une émission sur... Ça va aller? Tu veux aller? Ça va aller, si tu as besoin de sortir 2 minutes... Non, mais moi je me suis préparée à toute vitesse et j'ai toujours les yeux très fragiles et il suffit que je me mette un peu de crème dans l'œil et pam. Ah, c'est ça. N'hésite pas, hein, si tu as besoin de passer à la salle de bain, il n'y a pas de souci. Ça va, de toute façon, je ne pourrais rien y faire. Il faut juste que je sais pas, les larmes expulsent la crème. D'accord. Ça va aller, tout va bien. Donc, émission intéressante, hein, parce qu'on a parlé évidemment de l'histoire du Spiel des Jahres. Et c'est des émissions qui ont très bien marché en live. Après, en replay, on les poste systématiquement sur notre chaîne de replay. Et les abonnés la suivent. C'est le moment de vous abonner à notre chaîne de replay, ne l'oubliez pas, puisque ça s'appelle les replays d'un monde de jeu. Normalement, il faudrait que je vous envoie le lien là tout de suite. Je vais essayer de le faire en même temps, discrètement. Je cherche parce que je ne l'ai pas préparé. Puisque... on va essayer, on l'a dit, d'en faire une chaîne premium aussi. On a pris un petit peu de temps pour y arriver, mais pour prendre cette décision-là, parce qu'au départ, c'était un peu une chaîne poubelle. Et maintenant, on a envie d'en avoir. C'était la chaîne de l'à côté. Ouais. Et au final, maintenant, c'est la chaîne du quotidien, puisque c'est ce qu'on reposte sur la chaîne de replay, c'est nos matinales. Et c'est vraiment le quotidien, quoi. C'est pas du tout l'occasionnel. Pour nous, c'est important d'avoir 2 chaînes. Peut-être je me trompe, on verra ça plus tard. Je vais vous bassiner avec ça, je l'ai déjà dit pendant un petit moment, mais il me semble que c'est utile d'avoir des chaînes qui sont bien différentes, qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, donc celles avec que les formats montés, travaillés, écrits, et celles avec les formats qui sont écrits aussi, mais qui ne sont pas montés, qui sont enregistrés en live. Le rythme est tellement différent, moi je ne consomme pas de la même façon. En fait, dans mon cœur d'intérêt essentiel, je regarde les chaînes avec des lives, et dans les domaines qui sont un petit peu accessoires pour moi, je ne regarde jamais les lives des gens, jamais je me lance dans une vidéo de 2 heures où des gens discutent, parce que j'ai pas le temps. Je regarde par contre les formats courts. Et j'ai envie que les 2 chaînes soient différentes. Il y a des youtubeurs qui ne font pas ça du tout et qui mettent tout au même endroit. Donc je ne sais pas quel est le bon choix. J'allais dire, ce qui est fou, c'est qu'il y a aussi beaucoup de replays sur Twitch. Il y a des gens dont l'habitude maintenant n'est plus de passer par YouTube, mais de consommer directement les vidéos sur Twitch. Et on voit, en fait, quand on a un score de vidéos, un nombre de vues sur YouTube, il faut vraiment aller lui ajouter le nombre de vues fait par la vidéo déjà directement sur Twitch. Exactement. Donc hier, on a fait 2 vidéos du coup. Il y en a une que j'ai mise sur la chaîne de replay et l'autre je l'ai mise sur la chaîne principale puisqu'il s'est laissé les résultats du Spiel, même si c'était enregistré en live. On fera encore de temps en temps des petites incartades comme ça. Mais ce matin, on va vous parler donc des sorties
les sorties dans les 4 domaines qui nous intéressent le plus. Ces 4, on parlera d'autres, on en rajoutera peut-être d'autres, en sachant que le jeu, finalement, c'est presque celui sur lequel on s'attarde le moins dans cette émission. Il y en a pas mal, surtout, de jeux qui sont sortis depuis... qu'est-ce que j'ai mis comme date? Je ne sais même plus ce que j'ai mis comme date. On va regarder ici. 16 au 24 mai, ça fait 8 jours. Ah oui, donc on a mis ceux du vendredi d'avant aussi. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Bon, c'est comme ça. La semaine dernière, on était en déplacement, on n'a pas fait la matinale, donc j'avais pensé que c'était intéressant de rentrer les fiches de tous les jeux. Ça permet aussi de voir que ce qui sort en 2 semaines. Et c'est un peu aussi le programme qu'on va se faire du format Les Jeux du Chalet qu'on n'a pas encore enregistré pour cette semaine. On va essayer de se caler ça tranquillement peut-être aujourd'hui, cet après-midi, enregistrer un format dans lequel on vous présente les différents jeux, puisqu'on le fait beaucoup mieux sur table en vous montrant le matériel, donc sur notre chaîne principale, que comme ça vite fait en live, où parfois c'est très bien d'échanger et d'avoir les ressentis sur notre appréciation des différents jeux, mais c'est moins propre. Moi j'aime bien quand c'est propre. Donc Tasso Banana, on a la version avant de ce jeu, la version précédente en version originale, publiée par Plate. Je sais pas comment on dit. C'est P-L-A-Y-T-E. Platey. Je sais pas parce que je sais pas quelle est l'origine de ce mot. C'est anglais, je pense. Play. C'est a priori. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, bon, on a la version d'avant. La nouvelle version, la boîte est peut-être un petit peu plus jolie. Elle est publiée par Matago en version française. Maskman, je me demande si on n'en a pas un. J'irai voir au chalet si on n'a pas une boîte de ce jeu. Maskman, je pense qu'on a le jeu. Et si on l'a, c'est parce qu'on l'avait acheté chez On Game, parce que visiblement, il sort en ce moment je crois qu'on l'a acheté à Essen. Ouais. Donc pareil, peut-être on pourra vous le présenter. Ça, faut que je fouille parce que je ne m'en souviens plus. Ensuite, Magicaboo, c'est chez Blue Orange. C'est maintenant que sort Magicaboo. Ok. Ouais. Et j'aime bien ce jeu. On l'a celui-là je crois pas qu'on l'ait parce que ça a été présenté dans un showroom au chalet, mais ça devait être une version de prototype ou de pré-prod du jeu. Et Magicaboo, c'est très sympa où on cache des choses et on les dévoile et il faut retrouver ce qui manque. C'est un jeu adapté de jeux qu'on a pu faire dans des camps de vacances, des écoles, des bibliothèques, mais ça reste très sympa autour de la table, le matériel est très chouette, c'est un bon moment, quoi. La BD Marchand Grand Maître, c'est effectivement une extension. Il y a Maxou qui nous pose la question. Effectivement, c'est un peu cher. Et en même temps, la BD Marchand, c'est un jeu dans lequel vous avez des joueurs qui ne font pas la même chose, qui n'ont pas le même matériel, qui n'ont pas le même plateau et pas les mêmes objectifs. Et dans cette boîte-ci, vous en avez 4 nouveaux modules. Donc, ça justifie le prix, probablement. 62 €, évidemment, on s'adresse à un public convaincu par ce jeu-là, qui a envie de tout avoir. Mais c'est le prix d'un jeu de base, effectivement. Les Jardins Suspendus, on a le jeu, on y a joué il y a très longtemps. Il y a bien 2 ans, enfin je me souviens plus, mais ça fait un petit moment qu'on y a joué sur la version de proto, et maintenant le jeu arrive, je m'en souviens plus tant que ça, j'ai envie de m'y remettre, peut-être 1 an quand même, j'exagère, sur les 2 ans. Expédition vers Sainte, je sais pas comment on le dit, Sainte 5X, peut-être. Celui-ci, je ne le connais pas, c'est chez Don't Panic Games, ça sort cette semaine, on ne s'attarde pas dessus. Petit Pois, c'était la semaine dernière. Wave, c'était la semaine dernière, on en a déjà parlé dans des émissions. Très chouette, Petit Pois, en fait. Je trouve que plus j'y joue, plus j'apprécie les parties. La première partie, tu n'avais pas trop aimé, puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de règle. Oui, mais importante. En fait, elle était... c'est comme quoi, quand tu as un doute sur un jeu, relis la règle. Ouais. Mais en fait, plus tu y joues, plus tu trouves le petit jeu malin. C'est malin, c'est efficace. J'ai l'impression que ça fait partie des petits jeux de cartes de l'été qui peuvent fonctionner. Salut Simon. Du coup, Simon est là, oui, forcément, tu l'appelles, il arrive. Pouf. Non, mais c'est ceux qui peuvent percer sur cet été. J'espère que la mise en place, Simon, est à la hauteur de vos espérances et que vous êtes contents. On a vu qu'il a eu du succès à l'alchimie aussi, il était joué tout le temps. Ouais, puis les retours sont bien. Hein. Il tourne très bien, nous dit la Marina, également en Bretagne. Cat Hood, je l'ai vu passer 2-3 fois sur des différentes chaînes, mais nous on l'a pas celui-ci, je sais pas trop de quoi il retourne, si ce n'est qu'il y a des chats, visiblement, donc je pourrais pas vous en parler davantage, et on va pas le faire, pour rester propre. Trailblazers, tu dis? Ouais. Édition Voyage, donc ça c'est un jeu qui existait déjà, qui a droit à sa nouvelle édition. Abracadabra, c'était le jeu de l'alchimie. Petit jeu bien malin de l'alchimie. Camarade, c'était la semaine dernière, mais c'est le jeu du passe-temps, co-publié par le passe-temps, parce qu'il y a Offline Edition derrière également, et qui est très mise en avant et qui fonctionne très bien, j'ai l'impression, je le vois en haut des chiffres de vente. On a un nouveau double,
On passe rapidement sur le Skyjo Voyage également, qui est juste le même Skyjo, si j'ai bien Parce compris. qu'on s'est un peu interrogé hier, notre merveilleux stagiaire et moi, on a joué à plein de jeux pour préparer les petits testeurs qui arrivent ce matin, puis pour préparer les jeux du chalet. Et on a sorti Skyjo Voyage en se disant qu'est-ce qui est différent dans ce Skyjo de l'autre. Et on a retourné la boîte, la règle et tout, mais en fait c'est juste une version en taille réduite de Skyjo. La version 1.5, a dit Joseph. Divisé par 1.5. Voilà, c'est ça. Alors, Simsala, je le dis en même temps parce qu'il y a Folie Infantine qui demande où en est le cartable ludique, combien il y a d'inscrits. On pose la question à Simon. Effectivement, ça, le cartable ludique, c'est une opération qu'on suit avec beaucoup d'intérêt et c'est vraiment le moment pour les écoles de s'inscrire. Là, on arrive sur la toute fin d'année. On ne peut pas dire ça sans dire ce que c'est aux gens qui, par hasard, dans le chat, n'auraient pas suivi. Juste un truc, on a une matinale qui n'est pas prévue vendredi, Aline. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On pourrait faire une matinale un peu thématique sur des jeux à prendre pour sortir au moment de quitter l'école. Des fois, on a des cadeaux de fin d'année en jeu de société. On pourrait faire un truc à destination des scolaires et reparler du cartable ludique à cette occasion. Ça pourrait être rigolo. On peut faire ça vendredi. Effectivement, les jeux à prendre en vacances qui sont mieux qu'un cahier de vacances. Ouais, en fonction des niveaux scolaires, on peut faire quelques propositions, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être l'occasion aussi de revenir. Il y a l'Educaflip qui a annoncé les 10 jeux qu'ils ont sélectionnés. Alors, il va y avoir maintenant un palmarès là-dedans, mais ils ont déjà fait leur longue liste. Je te laisse dire 2 mots très vite du cartable ludique. Le cartable ludique, c'est un système d'abonnement qui passe par l'école, à la manière des abonnements que propose l'école des loisirs. Le principe, c'est qu'on paye une somme d'abonnement qui est très faible, c'est une quarantaine d'euros à l'année, mais plusieurs fois dans l'année, les enfants ramènent dans leur sac un jeu que vous connaissez déjà parce que c'est un jeu qui vient d'un éditeur. Par exemple, il y aura Face Debout qui est un jeu Cocktail Games, il y aura Odin. Il y a d'autres jeux que je n'ai pas forcément retenus là, mais qui sont tous intéressants. Et les enfants, on va leur donner aussi des règles qui sont adaptées à ce jeu, qui sont adaptées à eux, pour apprendre à jouer au jeu. Voilà pour ce petit mot très rapide, mais si on fait, on va réfléchir parce que là je propose les choses en direct, mais peut-être tu as un avis là-dessus, Aline, on en reparle après, savoir si on a 2 fois l'extension grammaire, c'est une fois de trop je trouve. Hop, c'est peut-être moi qui l'ai rajouté parce que j'ai fait le bilan des jeux que je ne voyais pas. Earth Abondance, donc c'est l'extension de Earth qui sort là en ce moment aussi. Tirnanog, c'est ce vendredi normalement qu'il est disponible en boutique. On a une vidéo, je finis de la monter là aujourd'hui, je vais essayer de m'y mettre et puis on la diffusera sur notre chaîne très rapidement. 15 jours en France. 15 jours en France, j'ai joué à l'alchimie. Non, on l'a pas. On l'a pas, j'ai joué à l'alchimie et c'est vraiment sympa en fait. Ouais, c'est très sympa. On se promène, on collecte des différents lieux, alors des lieux qui sont des lieux de tourisme, des lieux culturels, des lieux patrimoniaux, et on va essayer d'avoir des majorités pour avoir un maximum de points. Les cartes sont très sympas et ça permet de discuter aussi avec les plus jeunes. Moi j'ai joué avec une famille, il y avait des plus jeunes autour de la table et on avait plein de discussions sur les lieux. En fait, pourquoi c'était intéressant d'aller visiter ça, etc. C'était une petite promenade virtuelle, ludique en France. Et Simon qui a essayé de mettre le lien du cartable ludique, je vais le faire moi-même parce que ça ne passe pas sur le chat si vous n'êtes pas modo. Oui, voilà, Marina, tu as raison, c'est très familial 15 jours en France. Et tu avais posé une question, Marina, juste avant, Martin parlait, je ne vais pas couper la parole, mais oui, bien sûr que les enfants, les jeux sont à eux ensuite. Exactement, en fait, si tu connais l'abonnement de l'école des loisirs, c'est la même chose, avec des jeux. Ensuite, on a Amelia Davis que nous avons reçu. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Non, il n'est pas ici, juste derrière. Mais j'ai pas eu le temps de regarder. Mais j'ai vu qu'il fallait. Il y a une application qui était liée à ce jeu. Il fallait avoir une connexion. Excalibur. Donc ça, c'est un jeu d'énigmes, si je me trompe pas. En fait, c'est pas moi, mais c'est Joseph qui a vraiment regardé de quoi il s'agissait. Et il m'a dit, tu imagines que c'est une sorte de chouette d'or, mais différente, quoi. Ensuite, Simon qui s'excuse, désolé pour la prise de parole sur le cartable ludique. Non, mais c'est nous qui avons pris la parole dessus, c'est pas toi. On lisait juste le chat. Jumeau, donc on l'a reçu aussi, celui-ci. C'est au programme de l'après-midi, ça. Ouais, ça. Hier, on a pas mal de jeux, en fait. On pouvait pas faire que jouer, tu comprends bien, il fallait se travailler aussi un petit peu. J'ai fait une petite liste des jeux qu'on peut placer dans l'émission des jeux du chalet, et on en a 8, donc on peut faire 2 émissions, c'est super cool. Puisque là, les prochaines émissions, elles seront soit avec toi, soit moi tout seul. On verra comment on s'organise en fonction de comment ça fonctionne. Johan ne repasse pas tout de suite, ni Pénélope au chalet, donc on va tourner un peu à 2 pour l'instant. Ensuite, génial.
Je trouve super ce jeu. Je le trouve génial, moi. J'adore Génial, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Le fait qu'il ressorte en version française, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous donne aussi l'occasion, on a une chaîne, donc on est amené aussi à jouer aux différents jeux. Ça nous donne une bonne occasion de le ressortir. Alors par contre, j'ai pas la nouvelle boîte, je vais ressortir la vieille si et c'est ce qui est bien logique, ça me choque pas de pas avoir la nouvelle boîte, mais ça me donne envie de le ressortir aussi et de vous le présenter dans un des formats que l'on fait. Celton Sea, c'est cette semaine, je l'ai pas vu passer celui-là. Donc ça c'est chez Yellow si je ne me trompe pas, dans la version expert. Marqué le Yellow Expert en bas. C'est un jeu Devir qui est publié en version française cette fois-ci. Flatiron, j'ai bien envie d'y jouer celui-ci également. Il t'attend, il est prêt, il est tellement bien. Étalé sur la table, les règles sont maîtrisées. Il n'attend plus que toi. Chronologique Cusco 1450, on en a déjà parlé, il sortait la semaine dernière. Je crois que ça a été repoussé peut-être à cette semaine si je ne me trompe pas. Rachel infirmera ou pas. Flatiron, c'est bien tout le buzz qu'on a autour de ce jeu parce que ça crée de l'envie, ça crée de l'impatience et j'ai vraiment envie de m'installer à la table pour faire la partie. Il est installé là-bas ? Ah bon, les petits testeurs vont pas y jouer ? Bah non, je vais devoir le désinstaller. Ah, faut le mettre sur une plaque blanche et puis le mettre ailleurs. Je n'écoutais pas. Je demandais si Chronologique sortait cette semaine finalement. Il est sorti Kutcher de quoi ? J'essaie de Cusco, d'accord. C'est la correction automatique. Je vous le lis en même temps, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de questions qui sont posées. Voilà, pour les jeux de société, on passe très très vite parce que c'est pas l'émission qui est centrée sur les jeux de société. On regarde vite fait, vu d'ensemble, les jeux qui sortent et c'est dans les autres émissions qu'on s'attarde puisqu'on en a beaucoup tous les jours consacrés aux jeux de société. Là, on a envie de s'attarder un petit peu plus sur les films, les séries et les bandes dessinées dans ce format-là. Et on va commencer donc par les séries. On commence par ça. On va continuer avec les séries. Alors, cette semaine, il y a plusieurs séries. Aline, tu as bien travaillé. J'ai testé... Tu testes des séries. J'ai testé de non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai testé de n'en sélectionner que quelques-unes, celles qui m'avaient paru les plus intéressantes. C'est ce qu'il faut faire dans tous les domaines, ou qui, selon moi, pouvaient être un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, je me suis dit, on est tellement noyés sous les sorties que faisons de la sélection, sinon j'ai peur de vous saouler à force en vous faisant une liste que de toute façon personne ne pourra suivre. Donc voilà, j'ai sélectionné 4 séries et sur les 4, j'en ai regardé 3. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Sachant que je l'ai fait en 2 jours. La 4e, tu peux pas, c'est 22 mai. Bah oui, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, et on dire, sois pas en avance. Peut-être un jour, tu sais, les plateformes vont t'écrire en te donnant un lien. Pour que je sais pas, ça existe ça ? Elles ont la possibilité de voir en avance des fois les... Pas sûr, hein. Les reviewers, peut-être, c'est possible. Alors, pour répondre, avant de faire les petites explications sur ces séries, il y a Kyle qui nous demande si on voit encore Jube et Jérôme et si on va refaire des trucs ensemble ou pas. Je prépare ça, moi. Parce que c'est toujours super. C'est vrai que c'est toujours super de recevoir Jube et Jérôme. Alors, nous, on les reçoit jeudi. Mais pas en émission. Mais pas en émission. En fait, ils nous ont préparé un jeu de rôle qui mêle en thème les tarots et le cinéma. Les débuts du cinéma et le tarot, même plus exactement. Et on va voir ce que ça donne. Nous, c'est la première fois qu'on fait un jeu de rôle comme ça. On doit préparer notre personnage. Je sais que Joseph, il est au taquet, il a tout lu de son personnage, mais nous, on est un peu à la bourre puisqu'on travaillait. On est tout le temps à la bourre, c'est pas possible cette vie. Et Duby qui regarde Ginny et Georgia. C'est pas une grande série, mais c'est sympa. Notre fille serait absolument d'accord avec toi parce qu'elle adore cette série, qu'elle attend avec impatience la suite. Mais moi, j'ai sélectionné des séries qui ne sont pas des suites, au final. J'ai sélectionné des nouvelles séries c'est ça aussi, qui ne sont pas la saison, je ne sais pas combien, d'un truc qu'on connaît déjà. Donc, j'ai regardé Duster. Et de quoi il s'agit ? C'est une sorte de mélange entre Starsky et Hutch et Shérif Fais-moi peur, en fait, si on veut se le représenter comme ça. Ça se passe dans les années 70. Un as du volant qui est incarné par cet acteur dont j'ai perdu le nom. Tu l'as mis, non Josh... Starsky et Hutch, j'ai l'impression qu'il s'appelle. C'est Josh Holloway qui jouait dans Lost aussi et dans une des dernières saisons de Yellowstone où il jouait un méchant financier qui avait des vues sur les terres de Yellowstone. Et donc là, il joue un homme de main qui en fait fait des trajets pour la pègre locale et il va être obligé
par les circonstances de faire équipe avec une jeune femme noire qui vient d'intégrer le FBI. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une jeune femme noire, c'est parce qu'en fait c'est la première femme noire de l'agence locale dans laquelle elle va travailler. Ils vont faire équipe et ils vont essayer de prouver que le mafieux pour qui travaille ce personnage est en fait impliqué dans la mort de son frère et dans la mort du père de la jeune femme. Donc ça, c'est le tout début de du premier épisode. Je vous ai rien spoilé du tout. Oui, et donc forcément, sur fond de racisme, évidemment, on a une série qui est à un rythme assez chouette, hein, on se laisse accrocher facilement. C'est très américain dans le style qu'on a l'habitude de voir actuellement sur les plateformes. C'est très propre, tu vois, on est assez loin des séries par exemple françaises qui nous montrent parfois il y a une sorte de violence propre dans les séries américaines. Je ne sais pas comment la qualifier, mais tout est clean, tout est bien filmé, on n'y croit pas vraiment, alors que quand tu regardes des séries d'autres pays, parfois tu as une impression de réalisme par opposition. Les séries européennes de manière générale, pas que françaises, on a une impression saisissante de réalisme, on se dit oh là là, c'est pas du tout le même ton. Là on est bien sur une série hyper américaine, mais c'est efficace, hein, je me suis laissé accrocher sur le premier épisode. Effectivement, pourquoi on a envie de regarder ça? Pour le personnage principal qu'on reconnaît, qu'on a vu dans d'autres choses et qu'on aime bien. Aussi parce que tu as raison, Timor-Edge, c'est une série de J.J. Abrams, et c'était également produite par J.J. Abrams, c'est pas lui qui réalise, si? Je pense qu'il a réalisé certains des épisodes, oui aussi. Je l'ai lu, j'ai un doute, mais il me semble. Et pour le ton, en fait, pour le ton très... on sent que l'idée principale, c'est on va faire une série, elle sera sur le FBI, il y aura de la mafia, mais elle sera trop cool. Voilà, et il y a ce côté trop cool à l'américaine. C'est vraiment, on le ressent tout le temps. On le ressent même dans les intercartes, en fait, quand c'est écrit le nom de la ville, quand tu as une information qui s'affiche à l'écran, elle est comme peinte sur du verre. Tu as un effet vraiment qui est la coolitude. Je pense que c'est le but recherché par cette série. Et en fait, on se laisse assez vite prendre. Même si j'aimerais bien voir autre chose sur le visage de Josh Holloway qu'un sourire en coin. Parce que j'ai l'impression qu'il traversera la série sacré sourire, hein. avec ce sourire en coin. Je suis pas sûr. Moi, tu sais, c'est le genre de truc... des fois, il thématise un peu les épisodes. Et là, c'était l'épisode sourire. Pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Pour le moment, j'ai regardé un épisode. Il a souri de la première minute à la dernière seconde. C'est tellement fort comme ça campe un personnage. Je suis pas sûr que c'était pas fait exprès, tout simplement. J'ai aussi envie de m'acheter du shampoing quand je le vois, je t'avoue. Parce on sait que c'est capitalisé son image sur des cheveux en mouvement et un sourire en coin. Mais bon, ça reste sympa, t'as quand même envie de regarder. Bon, il faudrait que je fasse bouger mes cheveux, mais je sais pas si... Il y a beaucoup de moments où t'as l'impression qu'ils ont ralenti l'image quand ils marchent, et qu'ils marchent le vent dans les cheveux avec un sourire en coin. Et je pense que t'es censé, toi, te pâmer dans ton canapé en faisant « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Mais j'ai pas du tout fait ça. Voilà. J'ai quand même pris du plaisir à regarder. Ça reste sympa à regarder. Ok, bon. Ok. Donc celle qu'on n'a pas regardée, c'est Sirens. On en dit deux mots avant de continuer avec les deux autres. Alors ça, c'est un peu intriguant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui essaye de sortir sa sœur d'un univers qu'elle trouve toxique. Elle est dans un lieu un peu particulier, sous l'emprise d'une patronne qui est incarnée par Julianne Moore. Et on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, mais on sait qu'elle va faire absolument tout pour sa patronne, et sa sœur trouve ça malsain. Elle essaye de la sortir de cet environnement-là. On a envie de le voir parce que c'est un peu intriguant, mais surtout on a envie de le voir pour les acteurs, parce que dedans il y a Kevin Bacon et Julianne Moore. Est-ce que c'est suffisant pour aller au-delà du premier épisode? J'en sais rien. Avant, les acteurs faisaient 1 ou 2 films dans l'année et ça leur prenait leur emploi du temps. C'est long de tourner un film. Ouais. Là, on a des acteurs qui font 1 ou 2 séries. Kevin Bacon, on l'a vu dans une série démoniaque au début de l'année, et on le revoit dans une autre série. Comment ils font? C'était quoi, il y a cette série? beaucoup d'épisodes. Je me trompe pas. C'était pas Evil. C'était non, pas non, avec. je sais pas. Mais tu l'as regardé tout seul. Tu vas pas regarder celle-là. Moi, j'ai regardé dernièrement Mystic River, parce que je faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et franchement, Kevin Bacon, qu'est-ce qu'il joue bien, c'est acteur, impressionnant. Ouais. Donc ça me motive d'avoir vu Mystic River dernièrement, qui est un film de Clint Eastwood, avec une distribution aussi assez incroyable. Et c'est un très chouette film. Et donc là, le fait qu'il joue dans la série, qu'elle s'appelle Sirens, et pour le moment on comprend pas trop pourquoi, mais on se doute bien qu'il va y avoir quand même une histoire de sirène, le lieu est au bord de l'eau. Et voilà, on a quand même un petit peu de curiosité, à voir si ça va aller au-delà de l'épisode numéro 1. Quoi. Mais ça, comment font-ils pour tourner plusieurs séries
la même année. Il y a tellement d'épisodes. C'est tourné beaucoup, beaucoup plus vite, les séries. Je me rends pas compte, tu vois, la différence entre un film et une série. Est-ce que vraiment, c'est pas le même rythme de production? Sans doute, forcément. Il y a plus de contenu. Mais nous, on voit des séries d'une telle qualité aujourd'hui qu'on a l'impression que c'est le même travail. Motorheads. Alors ça s'appelle... en fait, c'était... c'est une teen série, j'ai l'impression. C'était présenté sur le titre de Motorheads, mais vous allez le trouver sous le titre Imbattable sur Prime. En fait, j'ai pas marqué, mais hier soir, on a regardé 4 épisodes. Regardez, moi j'ai regardé le premier, après j'ai été travailler quand même, parce que je me suis dit, c'était lancé, et c'est sympa, donc j'ai un peu continué. Mais clairement, je suis pas le public visé, parce que c'est des histoires de lycéens américains qui aiment les courses... de voitures, c'est tout toi, Aline. Les courses de voitures, oui. Qui réparent des voitures, qui vont faire des courses clandestines la nuit. En fait, vous prenez Grise et les courses de voitures, mais vous enlevez le côté comédie musicale. Et vous avez un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire le côté qui me plaît. C'est-à-dire le tu côté prends tout le truc que j'aime pas et t'enlèves ce qui me plaisait dedans. Alors, celle-ci, c'est quand même une bonne série pour ados. Parce que même si elle est transgressive, il y a quand même une espèce de morale sympathique qui te fait chaud au cœur. Tu sens que c'est... Il y a une espèce d'équilibre bien trouvé entre les trucs que tu dois pas faire, mais les trucs qui sont bien quand même. Par exemple, te fâche pas avec ton meilleur pote, trouve vraiment toujours la manière de lui demander pardon et de redevenir ami avec lui. Je trouve que le message pour les jeunes est sympa. Il y a une bande-son de fou dans cette série. Il y a toujours la musique qui va bien au moment où on l'attend. Les personnages sont très attachants. Donc je suis pas... Là j'étais lancée, je suis restée... Je suis pas sûre que j'irai au bout, mais vraiment... Ah, t'es pas sûre? Mais toi, t'aimes bien encore les séries, mais vraiment, les séries de lycéens de ce type-là. Elle est bien réussie, je trouve. C'est pas une critique, mais c'est récréatif et c'est le genre de récréation que tu apprécies. Moi, je suis un peu... Enfin, c'est pas du plus, mais je suis pas trop client de ça. Puis surtout, il faut choisir ce qu'on regarde, ce qu'on fait, ce qu'on lit. Il y en aurait qu'une, peut-être on regarderait, mais il y a beaucoup d'autres choses à suivre actuellement. Alors moi, je sais ce que je vous marquais, je me suis renseignée avant de regarder, j'ai vu que l'acteur principal s'appelait Michael Cimino. Je me suis dit, waouh, mais c'est peut-être le fils de Michael Cimino. En fait, pas du tout, aucun lien. Et c'est bien, ça fera que ma fille et moi, on connaîtra chacun un Michael Cimino pour une autre raison. On a Miroslav Dragan qui nous explique sur le chat le temps qu'il faut pour tourner, le rythme en tout cas de production sur les films et les séries. Oui, ça dépend du nombre d'équipes, effectivement, et même sur les films, il y a plusieurs équipes maintenant. Souvent, j'en entendais parler sur certains films, que des réalisateurs avaient commencé dans l'équipe B de tel film ou de l'équipe C, effectivement, parce qu'il faut rationaliser tout ça. Et les acteurs ne sont pas disponibles tout le temps non plus. Murderbot, c'est la dernière série dont on a vu le premier épisode, toujours très américain. Là, on est sur des trucs, c'était une semaine spéciale États-Unis, j'ai quand même. Voilà, c'était comme ça. Et là, on est sur un ton de série SF américaine avec un robot, un androïde, qui est le personnage principal, un androïde qui arrive à se déprogrammer et donc à gagner sa liberté. Mais comme il ne sait pas quoi faire, finalement, il se fait engager quand même comme androïde. Voilà. Il a craqué son système interne, mais bon, du coup, ça lui donne une liberté dont il ne sait pas trop quoi faire, et il va quand même accepter des missions. Donc là, il accompagne un groupe. Et ce qui est drôle, c'est le décalage et le fait que lui, son but dans la vie pour le moment, à l'épisode où on en est, c'est juste de regarder des séries sur toutes les plateformes possibles. Oui, donc il y a un petit peu d'humour, il y a du second degré, c'est plutôt efficace sur ce premier épisode. Moi, ça ne m'a pas accroché plus que ça pour le moment, mais... Moi, je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, j'irai pas. Je vois que toi, Rolvin, ça t'a plu. Moi, franchement, je pense que le critère manifeste de mon intéressé, je me suis endormie au bout d'une demi-heure. Mais ça peut arriver sur n'importe quoi. Non, mais pas sur un truc qui m'intéresserait. Et pourtant, comme c'est l'adaptation du livre Journal of Assassins, donc ça m'intéressait de voir. C'est un best-seller. C'est un livre de Martha Wells, je crois. C'est un best-seller vraiment, ce livre. Donc j'étais très curieuse. En plus, c'est avec Alexander Skarsgård, qui est un acteur que j'aime bien. Donc je me disais, super, je vais passer un bon moment. Et en fait, je crois que justement, c'est le ton décalé qui m'intéresse pas. Je crois que je suis pas le public. C'est sans doute que ça va plaire à ceux qui ont aimé des trucs genre Deadpool, etc. Même si c'est plus léger là que Deadpool. Mais moi, je m'en fiche, j'ai envie de voir ça, mais traité sérieusement. Juste, voilà. C'est juste ça qui me... Je suis plus curieux de voir la suite que certaines autres, comme
Motorheads par exemple, moi je vais pas regarder la suite, je suis un peu plus curieux de savoir ce qui va se passer, parce comprends. qu'il y a un ton, après je la trouve un peu clean encore dans l'image, on a souvent cette impression là d'avoir des séries hyper propres, avec pas forcément, quand je dis clean c'est pas le bon terme, mais il n'y a pas forcément de différence entre celle-ci et d'autres séries qu'on a regardées, on a l'impression que c'est toujours un peu le même traitement, la même, le même façon de filmer, et ça, des fois j'ai envie de voir de l'originalité aussi dans la réalisation. Mais je regarderai peut-être au moins 1 ou 2 épisodes de plus pour voir où ça va. Alors, pour répondre à Plume Doigt, du coup, je me suis vraiment renseignée, j'ai lu, etc. pour préparer, parce que avant de regarder, pour savoir quelles séries je choisissais de vous parler, j'ai lu des choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas déçus parce qu'ils avaient adoré les nouvelles et que du coup, pour eux, c'est totalement dans l'esprit des livres et que c'est bien adapté et qu'ils ne pensaient pas que ce serait réussi à ce point-là d'adapter ces livres-là. Donc je pense que si tu as aimé les livres, en fait, ça devrait possiblement te plaire. C'est ce que les gens disent en tout cas. Je vous laisse un instant, je me mouche. Ah mon Dieu. Ensuite, on va passer au cinéma. Donc... déjà les films vus, mais il y en a pas mal qu'on n'a pas vus pour l'instant, donc là on très vite sur les sorties de la semaine. Il y a du Mission Impossible 7, mais on en a 6 en retard. Juste si tu peux remonter un instant. Oui. Parce que la semaine... On va repasser dessus sur le film. Ah d'accord, okay. Oui, non, c'est juste pas très... Comme tu étais en train de te moucher. On regarde un peu rapidement les films qui sortent et on termine par celui que tu as vu. La Venue de l'avenir, un film de Cédric Clapiche. Alors moi j'ai pas suivi exactement. Alors moi je peux vous dire de quoi il s'agit en tout cas. C'est... un film qui est basé sur 2 temporalités. Il y a un groupe d'inconnus, ils sont inconnus les uns pour les autres, qui apprennent qu'ils sont tous descendants de la même personne et ils héritent tous ensemble d'une maison dans laquelle ils vont aller. Et dans cette maison, ils vont décoder la vie de leurs ancêtres et notamment celle de cette personne qu'on voit au premier plan, qui est une jeune femme qui a quitté la Normandie pour venir s'installer à Paris et y faire sa vie. Et il va y avoir cette double discussion qui fait que par cette espèce de recherche de la vie des personnes précédentes de leur famille, ils vont se rassembler et tisser du lien. En fait, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Moi, je me suis dit, je suis pas sûre d'aimer tant Clapiche que ça, mais le thème, le fait qu'il y ait deux époques qui vont se confronter et se répondre l'une l'autre, ça m'intrigue. Lilo et Stitch, on s'en fout. Alors ça, c'est le live action de Lilo et Stitch. J'ai montré à Joseph pour avoir parce que moi, j'ai jamais regardé le dessin animé. Et il me dit, c'est vraiment l'adaptation. Bien sûr, évidemment, ils font ça très régulièrement. Ouais, c'est pas maléfique, quoi. C'est pas une autre histoire qui est... Oui. Jeune Mère, c'est les frères Dardenne qui s'intéressent à un lieu en Belgique dans lequel on accueille les jeunes femmes qui sont enceintes ou qui ont un enfant, mais qui sont dans une situation sociale précaire. Et ça va suivre le destin de plusieurs d'entre elles qui soit sont un jeune couple, soit ne sait pas si elle veut garder l'enfant ou le faire adopter. Enfin, il y a plusieurs situations comme ça. Et ce qui ressort de la bande-annonce et de ce que j'ai pu lire des gens qui l'ont vu, ce film, c'est que c'est absolument bouleversant. D'accord. Apparemment, c'est incroyable. On a le logo de Cannes dessus. J'ai dit on s'en fout sur les joysticks. Je sais que je vais me faire disputer dans les commentaires, mais moi, ces dessins animés-là, c'est ceux qui m'ont cassé un peu la magie de Disney, ceux qui ramenaient beaucoup de second degré, d'aspects rigolos avec des personnages marrants. Moi, j'aimais bien le côté un peu magique des Disney, entre guillemets, un peu sérieux avant. Et déjà, je l'avais pas aimé. Et les adaptations en film des derniers Disney, en général, je suis pas... Alors moi, je me méfie. C'est pas ça que je cherche à voir. Je me méfie de penser ça parce que, en fait, c'était pas une adaptation absolue, mais Maléfique, j'ai vraiment, vraiment aimé. Le Maléfique. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas un jugement, c'est très personnel. Une vraie claque. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. En fait, ça m'a vraiment donné l'impression de redevenir un enfant et d'apprécier ça comme j'avais apprécié un Disney petite. Ouais. Il y a à peu près rien à voir. Les Maudites, je ne sais pas si tu veux dire d'autres choses, là je montre ceux qu'on a affichés. Les Maudites, je peux vous dire 2-3 mots du pitch. Les Maudites, c'est 2 jeunes femmes à 2 périodes différentes qui ont l'impression qu'elles sont hantées par quelque chose qu'elles ne voient pas, quelque chose qui crie et qui a l'air de leur en vouloir. Et on ne sait pas exactement, c'est très mystérieux. Elles vont vivre avec cette impression-là. Et à chaque fois qu'elles peuvent en fait voir quelque chose de cette entité qui les hante, c'est sur un écran, c'est sur une photo, c'est sur quelque chose qui a
une lentille, quoi. Si vous avez aimé Willow, il faudra regarder Oli, ça sort cette semaine. Ça, c'est l'histoire d'un jeune qui est mal dans sa peau et a très envie de faire du skateboard. Et il va rencontrer un jeune qui a été pris en charge par quelqu'un de sa famille pour travailler chez lui et qui est en fait une pointure du skateboard et qui va le prendre sous son aile. Et on sent que c'est un récit d'initiation en fait de comment grandir en n'étant pas tout à fait pareil et en développant une passion. Ça m'intéresse pas le skateboard, ça m'intéresse pas forcément, mais quand tu regardes la bande-annonce, t'es pris par le souffle du film. Alors on n'a pas Guillaume ce matin sur le chat parce qu'il est à Cannes. Le vénard, il est en train de regarder des tonnes de films, de revenir avec plein de choses à nous raconter aussi sur ce festival du film de Cannes. Donc il peut pas dire ça j'ai déjà vu quand c'était diffusé à Cannes. Justement là il y en a certains qui font partie des sélections. Les 3 derniers c'était plus anecdotique en nombre de salles, mais il y a Libertate, en fait c'est sur c'est sous Ceausescu et comment les personnes vont se révolter, et ça on en lit du bien partout. Vraiment, on le voit. Hein. De toute façon, à toutes ces estampilles sur l'affiche qui disent sélectionnez-la. Trou salopard, ça m'a fait penser à mais qui a tué Pamela Rose. En fait, on est dans ce truc hyper potage de l'enquête. Voilà. Et Ballet to Broadway, c'est des cours, une succession de courts séquences sur l'opéra. Donc c'est pour Patrice, je pense. Et puis moi, je serais curieux de le voir aussi, éventuellement. Il y a quelques salles qui le diffusent. Voilà pour les films en salle. Et tu en as vu un, toi, sur les plateformes, sur Prime. On vous avait parlé il y a 2 semaines de ce film en se disant on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. L'évaluation, ça racontait l'histoire d'un couple dans un futur proche complètement dystopique qui décide de demander l'autorisation à la grossesse. Ils veulent avoir un enfant et pour pouvoir obtenir ce droit, il y a une évaluatrice qui vient chez eux et qui de manière hyper dérangeante va être intrusive dans leur vie et se faire passer elle-même pour leur enfant, faire des crises de colère, accaparer vraiment les parents, avoir un préféré entre les deux, faire disparaître quand elle n'est pas surveillée. Enfin, il y a vraiment ce truc assez dérangeant de l'adulte qui joue l'enfant pénible et juste pour surveiller la façon dont les adultes vont réagir à ce comportement d'enfant. C'est très particulier. Franchement, le début est vraiment même... rentrer dans le film est même assez dérangeant. C'est extrêmement bien joué. Vous voyez l'actrice, j'arrive jamais à me souvenir de son nom à elle. Olsen, et c'est, je sais plus son prénom. C'est l'actrice de WandaVision. Et franchement, je m'attendais à trouver ça déplaisant d'un bout à l'autre du film. En fait, non, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien réussi. J'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé... Enfin oui, j'ai trouvé ça très chouette. Je peux pas vous raconter la fin. Elisabeth Olsen, merci, super stylé. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé... En fait, j'ai vraiment passé un bon moment au final. Et c'est effectivement... On regarde du côté Black Mirror, hein. C'est vraiment ce genre de film. Oui. Voilà pour les films. On va terminer avec les bandes dessinées. Dernière rubrique de cette matinale. Il y a plein de choses à raconter, donc forcément on ne s'attarde pas énormément sur chacun, mais on essaie de limiter un petit peu quand même le nombre de sujets qu'on évoque. J'ai rajouté des trucs, Aline. Hein, ouais, je vois ça. C'est toi qui avais préparé c'est l'émission d'Aline, celle-ci, celle du lundi en général. On est lundi. Ne le dites à personne, mais on est lundi. On est ce lundi-là. Pardon ? Non, je regarde l'heure. Ah, pourquoi faut que tu partes à une heure précise ? Pas trop tard. Ok. Donc, quelques bandes dessinées qui sortent là, cette semaine, où on n'a pas fait depuis 2 semaines, donc je suis remonté un tout petit peu quand même. Il y en a quelques-unes là, qui sortent en ce moment, et on en a lu une seulement, c'est pas beaucoup, hein. On essaiera d'en lire davantage pour la fois prochaine. En même temps, on est rentré dimanche. Hein. Oui. Donc bon. Ouais, mais ça, les gens ils s'en fichent, hein, ils veulent l'émission complète. Le journal de Samuel, Le temps des pivoines, L'éveil de Tirésias. En voici 3. Celles-ci, tu les as repérées ? Je les ai repérées. Le journal de Samuel, c'est les pensées couchées sur papier d'un jeune de 10 ans qui ne se sent pas très bien dans sa peau et ça va tenir la chronique de tout ce qui lui arrive. J'ai trouvé ça assez frais. Et assez essentiel en fait. Tu vois, c'est très je sais pas si lacunaire ça marche pour le dessin, mais on sent qu'il n'y a pas
Mais c'est pas dessiné par un enfant de 10 ans. Non, bien sûr, c'est de la triche. C'est dessiné par l'autrice, mais ça a un petit côté poétique. Ça fait penser à Riyad Satouf. Oui, c'est ça. Ouais. Samuel, ça vient d'une série sur Arte. Une série qui a l'air d'avoir un succès incroyable. Donc voilà, le journal de Samuel, première bande dessinée. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'appeler ton téléphone. Enfin, je t'ai bien entendu dire le mot magique que je veux pas redire. Vous m'avez tous entendu. Mais oui, on t'a tous entendu. Pourquoi t'as fait ça pendant cette émission? Je ne sais pas. Le temps des pivoines, c'est vraiment, ça m'a tapé dans l'œil. C'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge dans un village et le meunier est enrôlé dans une guerre avec le seigneur voisin et il revient fracassé et le village lui-même doit se reconstruire et lui-même doit se reconstruire. Il n'a plus tellement goût à la vie jusqu'à ce qu'il recueille une petite fille. Et ça va vraiment lui redonner goût à la vie, refaire de sa vie quelque chose de joyeux. Là. Mais à nouveau, il va se passer des troubles avec le seigneur du coin. Et là, il va vraiment refuser, il va s'opposer au fait de repartir en guerre, qu'il y ait de nouveau des conflits, etc. Et on ne sait pas ce qui se passe ensuite. Et les couleurs, le dessin, l'ambiance de la BD m'ont vraiment plu. Voilà, je vous passe quelques pages. On a vraiment envie de lire la suite. Bon, ça a l'air plutôt joli, ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais. fait partie des ça bandes vraiment, dessinées qui me tentent bien. Ouais, vraiment, c'était assez chouette à découvrir. Je vous avoue que j'ai pas regardé les 3 premières comme tu les avais préparées. Je me suis dit, je les découvrirai dans l'émission. Donc L'éveil de Tirésias, on est dans un thème sur la féminité, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et j'ai l'impression qu'on voit ça dans une BD sur 3 en ce moment. Oui. Sauf que là, c'est traité du point de vue... Beaucoup d'autrices. Quand j'ai commencé la bande dessinée, il y en avait très peu. On se plaignait en disant, comme dans le monde du jeu, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu d'autrices, et ça s'est démocratisé grâce à quelques-unes qui ont aussi percé très fort et qui ont permis d'entraîner beaucoup d'autres, d'où l'importance d'avoir des femmes dans les différents secteurs culturels, parce que c'est aussi porteur des créateurs de vocation. Alors là, on est dans un traitement qui va chercher le mythe pour en parler, puisque ça convoque le mythe de Tirésias, un jeune homme qui se retrouve transformé en femme. En fait, on est dans la peau d'une blonde, clairement, sauf qu'on est dans l'Antiquité. Le thème est très... je trouve que c'est intéressant d'aller chercher ce biais-là pour en parler et de ne pas être sur un biais contemporain. Il me semble que ça permet un discours plus universel. Enfin, ça, c'est vraiment mon avis. Par contre, je ne sais pas quoi penser des dessins, je crois que je n'aime pas trop. Ah oui, non, mais ça, c'est personnel. Dans la peau d'une blonde, c'est quoi? C'est un film? Oui, c'est un film avec Hélène Barkin. Non, mais je précise ça parce que on peut imaginer que tu dis l'expression une blonde. Ah non, c'est un vrai film, un bon film. 3 bandes dessinées, on enchaîne. Donc, coup de cœur. Les poissons, eux, ne meurent pas. Et Impair. Donc, coup de cœur, c'est vraiment des histoires d'initiation, de passage à l'âge adulte et d'adolescence. Et ce qui m'a frappé, c'était plutôt les dessins. J'ai trouvé ça chouette. Voilà, on vous montre un petit peu les dessins. Ça m'a moins attiré, moi, comme ça, en regardant rapidement. Mais on regarde rapidement à chaque fois. On ne lit pas toute la bande dessinée. Là, on est dans la découverte, comme on l'a fait tout à l'heure. Non, on ne l'a pas trop fait, là, sur les séries. On vous a parlé directement de celles qu'on avait déjà regardées. Mais avant de les acheter, on les feuillette quand même. On regarde ce dont il s'agit. Et peut-être qu'on franchira le pas. Les dessins sont très jolis. Moi, j'aime bien. Moi, ce que je te dis, je trouvais ça sympa. Et le choix, là... de sorte de polychromie restreinte, je trouve ça rigolo en fait. Ouais. Je trouve ça rend bien. L'image là qu'on voit, l'image du diner, enfin d'une espèce de cafette là, je la trouve chouette. Je la trouve, la composition, elle est vraiment sympa. Et c'est toujours pareil sur une bande dessinée, il y a le sujet et puis il y a l'atmosphère. C'est comme un film, hein. De toute façon, on a cette atmosphère. J'ai bien envie de rentrer dedans, de voir ce que cela nous raconte. Mais voilà, est-ce qu'on va accrocher derrière? Ça, c'est autre chose. Hop. On enchaîne avec les poissons, eux, ne pleurent pas ne meurent pas. J'ai dit ne meurent pas? Ah, c'est parce que c'est écrit ne meurent pas là-haut. Ah, c'est moi, pardon. Hop. Est-ce qu'on a un extrait? Ouais, dans les petites cases en dessous, là, qu'on ne sait pas toujours agrandir. On va voir quelques pages en plus. Tu vas regarder ça? Oh, alors là, c'est vraiment trop petit. Hein. Alors moi, j'ai pas trouvé
Je n'avais pas trouvé la manière de lire l'extrait. Des fois, c'est assez obscur. Ah ouais? Ah oui, donc tu l'as pas vu plus que ça. Non, c'était le thème qui m'intéressait. Évidemment, on est, vous l'avez compris, je pense, on est sur des récits Et là, si je mets en plein écran, on voit plus rien. politiques et sociaux, en fait. Oui. Oh, on arrive à voir quand même un petit peu. Alors, c'est un peu vague, là, ce qu'on a raconté sur cette bande dessinée-ci. Ça se passe en Gambie. Bon, on vous laissera regarder. Mon histoire se déroule en Gambie, vous ne savez pas où se trouve ce pays, n'ayez pas honte, nombre de gens ne savent même pas qu'il existe. D'autres en ont déjà entendu son nom, mais peineront à le situer sur une carte. Ok. Donc ça nous parle, on va apprendre un peu ce qu'est la Gambie. En fait, c'est le quotidien politique et social, c'est exactement ça, des gens qui vivent en Gambie. Ensuite, il y a Un père de Jean-Louis Tripp qui est sorti la semaine dernière, c'est publié par Casterman. Jean-Louis Tripp, c'est l'auteur de, je ne sais plus le nom du livre que nous a prêté... Le Petit Frère, pardon, que nous a prêté Simon, dont il nous a parlé lors d'une précédente émission et qu'il avait adoré. Il nous a dit c'est peut-être ma bande dessinée préférée. Et donc Le Petit Frère, c'est une super bande dessinée. Un père, c'est pas la suite, mais Jean-Louis Tripp revient aussi dans ses histoires et il nous parle cette fois-ci de son papa. Ça commence par le décès du papa, donc déjà au moins on est au courant de ce dont il s'agit, et derrière il va y avoir des anecdotes, des histoires, quelque chose de évidemment sensible, puisque dès qu'on part sur son histoire personnelle, forcément ça évoque un peu plus, chaque dessin a un sens, on sent la plongée dans l'introspection de son auteur. Forcément, c'est une bande dessinée qui attire l'œil. J'imagine que Simon, tu vas la prendre celle-ci. J'ai hâte de le lire, mais trop de BD en cours de lecture pour l'instant. Simon se réfrène, mesdames et messieurs, c'est un événement dans cette matinale. Moi, ce qui m'impressionne chez Simon, c'est qu'il a des BD en cours de lecture. Moi, ça n'arrive jamais. Quand je ne peux pas ne pas finir un bouquin si je l'ai commencé. Une BD, plus exactement. Un bouquin, ça va dépendre de la longueur. Ensuite, Tsar Bomba, c'est une bande dessinée sur l'histoire, évidemment, de la bombe nucléaire russe. On est dans un côté un petit peu historique, mais je crois que ça va au-delà aussi. Hop. Voilà, je vous ai mis tout du baratin. Je vous montre quelques pages uniquement, mais c'est pas celle qui a le plus retenu mon attention cette fois-ci. Non, je ne m'inscris pas, Glénat, désolé. Une autre fois, tu me demanderas discrètement. Donc voilà, une bande dessinée, j'ai bien aimé les dessins, les illustrations, ça m'a plutôt plu. Hop, parce que là quand je grossis comme ça devient trop gros. Voilà, il y a une certaine maîtrise du dessin. On voit la bande dessinée dans laquelle on va apprendre des choses sur une période. Ça va nous raconter un peu plus qu'une histoire, aussi l'histoire, tout simplement. Et je n'ai pas toujours envie de me plonger là-dedans. En bande dessinée, j'avoue que c'est l'histoire version BD. Il faut que ça soit très maîtrisé d'un point de vue de la narration. Alors là, avant que tu ouvres le livre, j'avais zéro envie de le lire. C'est vrai ? Mais ça me convainc vraiment. C'est vrai. Là, la façon dont c'est raconté, enfin dont l'image raconte, elle est dingue. C'est beau. L'image d'avant, elle est encore mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours feuilleter. Ça, ouais. Ça, c'est magnifique. Tu as envie de lire. Ouais, là, tu vois, pour moi, c'est à moitié de la bande dessinée. En fait, tu as un texte qu'on a découpé en plusieurs cases pour pouvoir raconter. Et derrière, il faut trouver une image pour l'illustrer. Donc, on est dans l'illustration, pas dans de la narration par l'image, de l'illustration et du texte. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir... Ce qui me plaît dans la bande dessinée, c'est aussi le rythme, l'enchaînement des images, ce que crée ce fameux espace interstitiel entre les différentes cases. Il y a une narration qui se crée dans le cerveau du lecteur quand on passe d'une case à l'autre. C'est ça aussi qui m'attire particulièrement. Donc, souvent, je suis moins attiré, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, par les bandes dessinées purement historiques, sauf exception. Il y a toujours des exceptions. LCA, on part au Mexique cette fois-ci, c'est chez Dargaud. Une mystérieuse femme venue d'Europe réclame son mari, un archéologue volatilisé avec toute son équipe lors de ses dernières recherches dans le Yucatan. Personne n'a eu l'écho d'une telle expédition. Qui est cette étrangère qui prétend être déjà venue dans la région? Qu'a-t-elle perdu dans la forêt? C'est le mystère de cette bande dessinée-ci. Et on va regarder un petit peu les premières pages, des dessins qui sont plutôt chouettes aussi. En général, quand on voit des éditeurs comme Dargaud, Casterman, Delcourt, on sait qu'il va y avoir un certain niveau graphique. Pareil, tu vois, le pitch me plaît, les dessins me plaisent, j'ai envie de me plonger dedans.
On va pas tout acheter, mais... Vous avez vu le film, ça m'a fait penser à ça, le pitch, le film The Lost City of Z, j'imagine du coup. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce film, c'est exactement ça, c'est des cartographes qui partent cartographier l'Amazonie et qui s'y perdent. Je ne sais pas si on peut dire un dessin très féminin, mais là, le dessin, évidemment, c'est marrant, mais ça se sent quand même, malgré tout, qu'il y a un trait plus féminin que d'autres. Donc le nom de l'illustratrice, c'est Karine Bernadou, le scénariste, c'est Roxane Moret. Voilà pour cette bande dessinée, moi, qui m'attire. J'aurais envie de la parcourir. Je ne vais pas la prendre, là, pour l'instant, mais si j'en ai eu plusieurs fois du bien, peut-être on la prendra. L'Épouvantail, c'est pas une bande dessinée qui m'a attiré particulièrement, mais quand j'ai lu le pitch et le nom de l'héroïne, je me suis dit, peut-être ça te plairait. L'Épouvantail, c'est déjà un film que j'adore avec Al Pacino et Gene Hackman. Ouais. C'est un film incroyable. Mais bon, voilà, laissons une chance à cette BD qui s'appelle pareil. C'est une bande dessinée dont l'univers, c'est écrit dans le pitch, fait penser à du Tim Burton, tu vois. Et l'héroïne s'appelle Lily. Donc, Tim Burton, Lily, tu vois, il y a beaucoup de points communs. Elle, ça lui plairait. Notre fille qui s'appelle Lily, L-I-L-Y, écrit de la même façon, adore Tim Burton. Mais elle veut qu'on précise à chaque fois qu'elle dit ça, avant que tout le monde aussi aime Tim Burton. Ouais, elle aimait avant. Elle aimait avant mercredi. Oui, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'avant mercredi, les gens ils aimaient déjà beaucoup Tim Burton. Mais pas ses copines. Elle n'était pas à l'époque. Mais pas ses copines. Pas ses copines. Parce qu'il y a ce truc où t'aimes un truc que les gens trouvent bizarre, et t'es au collège, et tu te dis, moi j'aime ce truc, même si vous le comprenez pas, moi je trouve ça beau, etc. Et les autres trouvent juste ça chelou. Et arrivent des séries comme Mercredi où finalement tout le monde se dit que Tim Burton c'est comme la classe d'aimer ça. Et là tu te dis, bah moi j'aimais avant. Voilà, je ne sais pas si je vais acheter cette BD parce qu'on a une fille qui s'appelle Lily et qui aime Tim Burton, mais bon, ça fait partie des sorties de la période. C'est pas du tout celle qui m'a le plus attiré au prime abord. Faudra voir si on en a entendu bien, parce que c'est ça aussi qui rentre en compte. Quand on les lit pas, on se rend pas vraiment compte, c'est une fois qu'on les a lus qu'on réalise parfois qu'on les aime pas, les bandes dessinées. Quelques autres bandes dessinées pour terminer. À la poursuite du trésor de Decalé-Catane. Vous avez compris au titre que ça va être rigolo. On voit aussi au nom des auteurs que ça va être rigolo, puisque c'est Fab Caro et Fabrice R. Fabrice R au dessin, Fab Caro au scénario. Une bande dessinée d'humour, c'est publié par Dupuis. On vous le présente comme la bande dessinée la plus drôle de l'année. Je ne l'ai pas lu celle-ci, donc je ne peux pas vous en dire davantage pour l'instant. Possible, hein, Fab Caro, ça marche. Hein. Oui, puis Fabrice R aussi, ça marche. Voilà. 9h05, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Les deux dernières, bon, c'était pour faire des lignes de 3 systématiquement. C'est important d'avoir toujours 3 bandes dessinées. La suivante, Les héros du peuple sont immortels, de Stéphane Ouary. Alors ça vous parle de l'histoire de Gilles Bertin. Je ne connaissais pas, du coup j'ai été lire le Wikipédia de Gilles Bertin. Je ne connaissais pas cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a fait un casse. Qui a un casse où il a récupéré, je crois, des millions d'euros, 12 millions de francs à l'époque. Donc, on ne va pas traduire en euros, mais maintenant ça équivaut à peu près avec l'inflation. Donc, il a fait un casse et il a disparu pendant 30 ans. Donc, ça nous raconte un petit peu jusqu'à se rendre en 2000, je ne sais plus combien, 8 ans avant la prescription de son crime. Donc, finalement, il a fait... Je crois qu'il a fait de la prison avec sursis, donc il n'a pas eu besoin d'aller en prison, mais quand même, il a pris le risque de revenir en France. Il s'est exilé en Espagne, au Portugal, et il a raconté son histoire dans un livre qui est adapté ici en bande dessinée. Donc c'est une histoire qui est réelle. C'est intéressant, moi je trouve. Le sujet m'intéressait, je ne connaissais pas du tout, et bon, voilà, l'occasion de s'intéresser à une époque, une période, et à une cavale aussi pendant 30 ans quand même. Ouais, c'est dingue. On se dit qu'aujourd'hui, on ne réussit plus une cavale comme ça. Moi, je n'ai jamais réussi une cavale comme ça. Clairement, si je tiens 5 minutes, ni un casse. Je n'ai jamais réussi un casse comme ça. Si je pique 3 €, c'est déjà pas mal. Et encore, c'est pas trop mon style. La boucle, c'était pour finir. C'est une bande dessinée qui ne m'a pas attiré un peu plus que ça. Mais par contre, le style graphique m'a plutôt plu. Mais à la base, l'histoire qu'elle raconte a l'air assez dure, d'une enfance maltraitée, avec une mère alcoolique, visiblement, sur l'extrait qu'on peut lire de ce début de bande dessinée. Hop, je vous montre quelques pages. C'est la dernière que j'ai sélectionnée, mais il y en a plein d'autres qui sortent là, dans cette période-là.
de bande dessinée. On va essayer de sélectionner à chaque fois au maximum, parce qu'il y a toutes les suites, tous ces albums 2, tu sais, les volumes 2, 3, 4, il y a plein de contenus. Il y a Libon, par exemple, qui sort 2 bandes dessinées, je ne les ai pas notées dedans, le tome 5 des Chevaliers de l'Apoca... J'ai dit le bon terme, donc c'est pas le bon. C'est pas Apocalypse, c'est Apoca... je sais plus. Il y a une faute à l'oral dedans. Il y a ça, et puis il y a un recueil aussi de sa bande dessinée avec un dinosaure, dont j'ai oublié le nom également, qui sort en ce moment. Et Libon, c'est toujours très drôle ce qu'il fait. Par exemple, vous voyez, je ne l'ai pas mis en liste, mais on va terminer par Dans la tête d'un dessinateur de presse. C'est la bande dessinée de Soulcier, et celle-ci, on l'a lue, on vous en avait parlé la fois dernière. Il faut que tu partes à quelle heure, Aline ? Maintenant, je dirais. Maintenant, donc comme tu veux, mais on voulait dire quand même un petit mot de cette bande dessinée de Soulcier, qui est dessinateur de presse. Il fait des très chouettes BD. J'avais mis une page à l'intérieur, tu l'as enlevée ? Elle est pliée. D'accord. Il nous raconte son métier de dessinateur de presse. Moi, je connaissais pas. Ça m'évoque un truc. Ouais, je connaissais pas ce métier, donc c'est une plongée, une découverte à travers donc des petits récits qui ont été publiés sur Mediapart, il me semble au départ, et compilés en album. C'est publié par XP Édition, et on a donc un chouette album. On vous montre quelques pages. Ma vue du haut fonctionne ici. Oh, elle est inversée, dis donc. Pourquoi elle est inversée, cette vue du haut ? On vous montre donc quelques pages. Ouais. Voilà. Pourquoi elle s'est inversée ? Mon appareil s'est réinitialisé ? Voilà. Hop, je vais y arriver. Donc on a à la fois les croquis, tous ces croquis qu'on voit assez régulièrement dans l'album d'ailleurs, qui nous montrent aussi les pages de recherche de Thibaut Soulcier, qui travaille sur des feuilles A3. Lui, j'ai découvert ça quand, il me semble, peut-être qu'il dira le contraire, mais quand je le croise, parce qu'on est tous les deux dessinateurs à l'équipe, donc forcément j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, sa façon de travailler également, et lui il prend des grandes feuilles A3 et il écrit tous les thèmes des sujets qu'il va aborder. Par contre, il travaille pour beaucoup d'autres journaux, ce qui n'est pas mon cas. Il travaille pour Télérama, il travaille pour l'Est républicain, alors qu'il est de Bordeaux. C'est un scandale. C'est moi qui suis de Franche-Comté. C'est moi qui aurais dû être engagé à l'Est républicain. Et il travaille pour quoi d'autre encore ? Marianne, on l'a dit, Télérama. Donc, pas mal de magazines et de journaux. Et il nous raconte... Mediapart, l'équipe, Télérama, la revue dessinée, 28 minutes. Non pas les dessins, mais toute la recherche. Tout ce qu'il faut faire pour devenir dessinateur de presse, et je pense que pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce milieu, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans le dessin de presse, c'est une mine d'informations, de partage aussi sur ce que c'est créer. Alors là, on est sur un métier très particulier, celui de dessinateur de presse qui exerce très peu de personnes. C'est peut-être l'un des métiers, si jamais les dessinateurs de presse devaient défiler dans la rue, ils ont besoin d'avoir un attentat derrière. Pourquoi je dis ça ? Waouh ! Mais pour avoir du monde qui les suit, parce que sinon... Parce que les phrases dessinateur de presse et attentat dans la même phrase, c'est peut-être chiant. Non, mais j'ai dit ça parce que je me suis rappelé que, en 2015, on a eu pas mal de dessinateurs de presse dans la rue, mais ils n'étaient pas tout seuls, parce que clairement, si on doit... Vas-y, rattrape-toi. Je me rattrape pas du tout. Dans le dessin de presse, tu as le droit de faire des blagounettes, parfois un peu... C'est ce que raconte beaucoup Thibaut, d'ailleurs, dans cet album-là. Un peu trash, parfois, mélanger les sujets et essayer de bousculer les gens. C'est pas toujours très bien perçu. Il insiste énormément sur à la fois le côté créatif, donc toute la réflexion qu'il faut avoir à 145. Ouais, non, c'était pas la page que j'ai retenue, c'est le dessin que je voulais mettre, mais tu me l'as plié, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toutes les réflexions qu'il y a derrière la réalisation d'une bande dessinée, mais aussi la réception de cette bande dessinée. Donc sur les réseaux sociaux, forcément, on a beaucoup de retours quand on est dessinateur, pas toujours agréables. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on dessine aussi ? Il y a des questions qui se posent derrière tout ça. Et puis lui, il le fait à temps plein. Aussi. Comment traiter un sujet ? Comment retrouver des idées ? Moi, ça m'a rassuré de voir, parce que Soulcier, c'est l'un des meilleurs. C'est même le meilleur des dessinateurs de presse actuellement, moi je trouve. Il a un ton particulier. Il a surtout cette capacité à transformer une idée grâce à un dessin assez punchy. Parce que le dessin de presse, c'est à la fois les idées. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que dans sa bande dessinée, très régulièrement, il dit ce qu'il ne faut pas faire, et notamment les jeux de mots. Lui, il est anti-jeu de mots. Moi, je suis moins anti-jeu de mots que la plupart des dessinateurs de presse. Je trouve que parfois, c'est rigolo aussi de glisser une petite astuce lexicale, mais je suis d'accord, c'est pas ce qui marche le mieux. Mais par contre, même avec des idées un peu moyennes, et c'est là aussi qu'on voit sa force, il peut réussir à faire un super dessin. Parce qu'on n'a pas toujours, quand on dessine,
un dessin par jour, voire davantage. On n'a pas toujours l'idée du siècle tous les jours, mais ce que j'aime beaucoup moi dans le dessin de presse, et ce qui m'a amené aussi à me concentrer sur ce domaine-là en particulier, c'est le fait que il y a un rythme, il y a du suivi, le fait de tenir quelque chose sur la longueur en ayant plein de dessins qui sont publiés régulièrement, ça permet aussi de construire de la légèreté sur le long terme. Et une œuvre de dessinateur de presse, c'est pas juste les quelques meilleurs dessins, il y en a quelques-uns qu'on va retrouver à l'intérieur qui illustrent ce qu'ils racontent, c'est pas que ces dessins-là qui comptent, c'est aussi le suivi, le quotidien, c'est ce qu'on fait aussi en émission, nous, en échangeant avec vous tous les matins. Le quotidien, ça permet de créer une proximité que j'aime particulièrement également. Et voilà, c'est très chouette. C'est un long bouquin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ne le lisez pas d'une traite, prenez le temps en fait. Il y a plusieurs chapitres à l'intérieur et je pense que c'est plutôt sympa de les lire de manière un petit peu détachée les uns des autres. Je sais pas, il y a cette question derrière qu'il aborde assez peu finalement à l'intérieur du bouquin, c'est à quoi ça sert tout ça le dessin de presse, est-ce que c'est encore à la mode, est-ce que ça passe un peu de mode? On le voit en filigrane, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose moi aussi, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas que du dessin de presse nous sur un monde de jeu. Lui c'est le cœur de son métier, il est vraiment consacré là-dessus. Alors il va sortir un donjon, il a une chance. Waouh. Ça c'est classe aussi, il fait de la BD et c'est le cas de celle-ci, c'est une bande dessinée. Il a beaucoup de chance là-dessus. Tu y vas quand tu veux, Aline. Ouais, je vais y aller. Tu vas y aller, on va perdre Aline. Mais non, mais je voulais rester parce que j'avais bien aimé cette BD. T'as bien aimé aussi? Ouais. Moi, j'ai reconnu des trucs. Hein. Il y a des schémas de dessinateurs de presse. Il y a des questions que j'ai déjà entendues être posées ici. C'est marrant parce que la femme de Thibaut Soulcier, elle appelle le dessin de presse le lundi depressed. Parce que en fait, à mon avis, c'est lui. Je suis pas sûr que ce soit elle qui a eu cette expression, mais c'est peut-être sa façon de plaisanter sur la chose. Parce qu'en fait, oui, il y a vraiment ce stress de trouver l'idée et de trouver des choses intéressantes à dire. Ouais, c'était rigolo. Moi, c'est le samedi et le dimanche, mes jours de dessinateur de presse, et c'est vrai que ces jours-là, le nombre de fois on voit quelqu'un qui tourne autour du bureau parce que forcément il y a plein de trucs à aller chercher, alors que moi j'essaie de me concentrer pour trouver des idées. Je reste assez soft, hein, je n'envoie pas tout le monde promener, mais c'est vrai que c'est des périodes qui sont compliquées. La recherche d'idées, c'est un métier en soi qui ne ressemble à aucun autre. Il faut se concentrer et comment expliquer aux gens qui sont autour de nous que le moine parasite remet un peu les idées à zéro, puis surtout il y a toutes ces phases, il le raconte très bien Thibaut Soulcier dans son album, toutes ces phases dans lesquelles il se passe rien en fait, on attend que l'idée arrive, et plus on approche de l'heure de rendu du dessin, des propositions aux éditeurs, et là d'un seul coup il y a toujours ce déclic, Soulcier l'appelle le miracle de la dernière minute, ce déclic dans lequel d'un seul coup il y a pas mal d'idées qui tombent. Après, c'est pas toujours les meilleurs, mais c'est surtout qu'on n'a plus le choix. Donc forcément, il y a un rythme qui est particulier. Et à chaque fois, moi, j'avoue que ça fait 15, 20 ans que je fais ça. Et malgré tout, je continue à m'énerver contre moi-même et à me dire, mais c'est pas normal de perdre autant de temps à rien faire, à attendre que les idées tombent du ciel. On devrait avoir les outils, on devrait les trouver assez facilement. L'autre aspect, qui est parfois frustrant, c'est que de temps en temps, on a des idées qui nous plaisent particulièrement en tant que dessinateur de presse. Et forcément, c'est jamais celles qui sont prises. Parce que, et vous allez le découvrir aussi dans cet album-là, forcément, il faut pouvoir plaire à tous. Thibaut a une petite anecdote qui est rigolote, je ne vais pas la retrouver, j'aurais dû garder la page. Il raconte que lors d'un trajet en train, à un moment, il y a quelqu'un qui est assis à côté de lui et qui le voit dessiner, et cette personne s'esclaffe parce que simplement elle a reconnu les protagonistes de son dessin. Il y a Vladimir Poutine, Donald Trump, elle reconnaît les personnalités et c'est très rigolo, c'est des gens que je connais, et voilà, c'est tout. Et le gag en lui-même, on s'en fout un petit peu, et en réalité on perd cette conscience-là, on cherche tellement la bonne idée, le bon gag, le dessin qui fait mouche, qu'on ne se rend pas compte que ce qui fait rire les gens, en fait, c'est pas toujours notre gag, et c'est encore moins souvent le fait que le dessin soit très à propos, soit malin. Parfois c'est simplement c'est le bon sujet au bon moment et le dessin il est un peu rigolo. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pareil pour les rédac-chefs qui choisissent nos dessins. Les quelques fois où j'en rencontre, très souvent, j'ai des rédac-chefs qui me disent « moi le dessin, tu sais, je m'en fous un petit peu », et souvent je comprends pas les gags. Et nous, on leur fait choisir les dessins alors qu'ils comprennent pas nécessairement les gags, et surtout qu'ils ont aussi conscience des risques.
Quand on est dessinateur de presse, on envoie plein de dessins qui sont parfois, on s'autorise d'aborder des thèmes, d'être un petit peu plus pointu ou bien d'évoquer un peu de culture. Moi j'aime bien des fois dans mes propositions mettre des références à des cultures que les lecteurs n'auront pas nécessairement. C'est jamais accepté ces dessins-là. Je suis toujours frustré parce que je les montre quand même à Aline. Je lui montre les dessins et puis en général elle me dit bon bah ça c'est merci de me l'avoir montré, c'est rigolo pour moi mais personne va accrocher. Et par exemple moi je vous avais amené mon crayonné du dernier dessin de presse que j'ai fait pour l'équipe, pardon mais c'est mon image elle est pas très lumineuse là, mon écran, ma caméra visiblement elle s'est réinitialisée pas de la meilleure façon. Hop, j'enlève le clavier. Ça c'est le dessin de presse que j'avais envie que l'équipe accepte la semaine dernière, dimanche dernier. Ils ne l'ont pas pris évidemment. Il y avait eu une petite polémique à travers des joueurs qui, vous savez, c'était la dernière journée du championnat de France où les joueurs avaient un maillot avec un arc-en-ciel sur l'épaule et quelques joueurs ont masqué parce que ça correspondait pas. La lutte contre l'homophobie ne correspondait pas à leurs valeurs. Donc grosso modo, ils sont homophobes. Pardon de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. On leur a rien demandé de raconter d'autres. Ils avaient simplement un petit drapeau couleur arc-en-ciel sur l'épaule. Et donc j'ai eu envie de proposer un dessin de presse où un joueur avait caché tout ce qui paraissait anecdotique avec des sparadraps, sauf le drapeau. Je trouvais ça rigolo visuellement, il y avait quelque chose qui me plaisait bien. Et évidemment, bon, celui-là, ça aurait engendré trop de commentaires, très probablement, trop d'analyses. Donc ça, c'est juste mon crayonné. Hein. C'est pas le dessin en version finale, mais évidemment, l'équipe ne l'a pas accepté. Je le comprends complètement, hein, je les critique pas là-dessus, mais ils n'ont pas accepté ce dessin-là. Ils l'ont refusé, alors que moi je me disais c'est chouette, il y a des choses qu'on peut pas tellement raconter dans un journal, peut-être par le dessin on peut faire passer quelque chose, ça peut être rigolo, évidemment ça peut faire parler, mais moi ça m'arrange plutôt, je suis content qu'on puisse faire parler de choses, mais non, c'est un dessin j'espère efficace, mais un petit peu insipide qui est finalement passé et que j'ai déjà oublié, donc je pourrais même pas vous dire lequel a été choisi. C'est souvent ça, la vie de dessinateur de presse. Parfois on a des bonnes idées dont on est très content. Quand je faisais des blogs, je les mettais nécessairement en ligne. Aujourd'hui je le fais moins et je pense que je vais refaire, je vais recommencer quand j'ai une idée qui me plaît bien comme ça. Mais là, celui-ci, en dehors de l'équipe, c'est difficile parce que je suis obligé de vous le commenter, de vous raconter le contexte dans un journal comme l'équipe, le contexte, vous l'avez dans la lecture du journal. En plus, eux, ils les adoptent, ils les traitent ces thèmes, ils les traitent très bien, mais ils le traitent par le texte. Donc, ils peuvent se permettre davantage dans les articles de les aborder. Parfois, ils ne les sélectionnent pas par le dessin, forcément. Voilà, c'était la page de fin sur Dans la tête d'un dessinateur de presse. Si le sujet vous intéresse, j'espère qu'il y a encore des gens qui s'intéressent au dessin de presse. C'est un chouette bouquin, épais, vous voyez, il y a pas mal de choses à lire à l'intérieur. C'est hyper efficace en termes d'illustration, en termes de narration. Soulcier, je vous l'ai dit, c'est l'un des meilleurs dessinateurs de presse actuels. Je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose de fort. On arrête là. La blague de fils, mon fils aurait été géniale, nous dit Macri. C'est quand il était au chalet. Ça arrive très souvent que des gens sont au chalet et qui nous disent tiens, j'ai une bonne idée de dessin de presse. En général, c'est du jeu de mots. Hein. Et ça, on essaye d'éviter quand même un maximum. Il m'a suggéré une bonne idée de dessin de presse. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est la fin de cette émission. Demain, ce sont les actus ludiques avec Pénélope. On sera en live le jeudi matin. Vendredi, peut-être on fera une petite émission sur des conseils de jeux, on va en reparler avec Aline, on verra. En tout cas, on sera ici en live également, mais sur du jeu de société. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. Aujourd'hui, sur la chaîne principale, on va rediffuser la finale du championnat du monde des aventuriers du rail qui a lieu à Paris. On vous rediffuse ça là tout de suite. Là, juste après cette émission, je vais la mettre en ligne. On aura Tirnanog aussi qui va arriver sur la chaîne. Voilà pour le programme de notre chaîne principale. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.